Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour l'épisode 3 de la saison 2 du podcast Les Artisans de la Réussite. Alors pour cet épisode, j'ai échangé avec Ludovic Salen. Il a créé son entreprise dans le marketing digital. Et il a aussi une chaîne YouTube dans laquelle il parle de l'intelligence artificielle et où il te donne des conseils et des astuces, il vend aussi des formations pour en savoir plus sur ce domaine d'activité. Alors Ludovic va nous parler bien sûr de son activité, nous en dire un peu plus, de son parcours, mais aussi comment son burn-out qu'il a pu faire dans un moment de sa carrière a pu l'aider à voir les choses différemment pour ses projets professionnels. Je te rappelle que tu peux retrouver cet épisode soit seulement en audio sur le plateforme de streaming comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, ou alors en vidéo sur YouTube. Bien sûr, je te mets toujours des extraits avant que ça sorte, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, donc reste bien connecté, abonne-toi à mes réseaux. Je te souhaite de passer un bon moment pour cet épisode, j'espère que ça va t'inspirer toi aussi, et je te retrouve tout de suite avec Ludovic. Donc, bonjour Ludovic. Salut Julien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Impeccable. Alors, est-ce que tu as regardé un petit peu de venir, quel était le principe du podcast, de l'émission? Alors, je t'avoue, j'ai été mauvais élève. Généralement, quand je suis interviewé sur les podcasts, je prépare rien. Et je viens total spontané. Donc, je t'avoue que j'ai regardé un peu ton profil LinkedIn. J'ai vu qu'effectivement, c'était la 2e saison du podcast. C'est ça. Après, j'ai pas creusé beaucoup plus que ça. Et ça t'inspire quoi déjà, le nom, comme ça tu vois le nom Les Artisans de la Réussite? Ouais, bah alors du coup, je me suis posé forcément la question de quoi allons-nous parler aujourd'hui. J'ai plein de choses à dire sur différents sujets, mais du coup, ça m'a évoqué ça principalement. Et puis derrière, j'aime bien le titre. Ouais. Enfin, c'est un titre positif, etc. dans l'air du temps. Donc, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Donc, voilà. Il y a des choses sympas à discuter sur le sujet. Ouais. Alors moi, je t'ai connu, c'est grâce à Romain Saint-Georges. Romain Saint-Georges que j'ai eu sur le podcast, sur l'épisode numéro 3 de la saison 1. J'avais vu le podcast. Exactement. Qui est un ami à moi. Et il m'a dit, faudrait que tu rencontres Ludovic. Donc, j'ai fait entièrement confiance. S'il m'a dit ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'échange est super intéressant. J'invite ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent à aller revoir l'épisode numéro 3 avec Romain de la saison 1. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est aussi super intéressant. Cool. Donc déjà, Ludovic, qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter un peu? C'est une vaste question. Alors, qui je suis? Alors, je suis plutôt connu sur le web sous le prénom Ludo, on va dire. Un raccourci de... Ton pseudo. Voilà, c'est plutôt Ludo Salen sur Internet. Donc, je fais beaucoup de choses. Je suis blogueur, je suis youtubeur, je suis gérant de boîte. J'ai une activité de conseil en marketing digital et en intelligence artificielle. Je suis auteur. J'ai écrit un livre aussi il n'y a pas si longtemps que ça sur le burn-out que j'ai pu faire il y a quelques années. Donc voilà, j'ai une palette assez large. Mais globalement, aujourd'hui, en 2023, mon activité principalement tourne autour du conseil en marketing digital, en intelligence artificielle et ma chaîne YouTube qui marche plutôt pas mal en ce moment, dans lequel je partage tous mes tips sur l'IA et comment intégrer l'IA dans ton quotidien pour gagner en productivité et profiter de pas mal d'opportunités qui sont en train d'apparaître avec cette révolution. Voilà. Donc globalement, dans ton activité de marketing digital, comment ça se passe? C'est des clients qui viennent vers toi, qui te demandent comment ça se passe? C'est quoi leurs besoins et comment tu y réponds? Alors la chance que j'ai, et après ça peut être perçu comme de la chance, mais ça reste une stratégie et du travail derrière, mais dans mon contexte à moi, je fais 0 prospection. Donc c'est vrai que ce sont les clients qui viennent à toi directement, qui vont me contacter, alors soit sur LinkedIn, soit par mail ou par téléphone, effectivement, avec toujours la même problématique qui est une problématique business. Le monde a profondément changé là sur ces 10 dernières années, encore plus sur les 24 derniers mois. Le business, comme on le faisait il y a encore 10 ans, ça ne fonctionne plus du tout. Ça fonctionne en tout cas moins bien et pas suffisamment bien pour pérenniser certaines activités ou en tout cas pour les développer. Et donc, du coup, les boîtes m'appellent pour me dire, Ludo, j'ai vu ce que tu faisais sur Internet et j'aimerais bien faire la même chose pour développer mon chiffre d'affaires, gagner des clients et faire en sorte que les gens viennent plutôt vers moi que de courir après eux et de me faire envoyer balader parce que les gens n'ont pas envie d'être prospectés. Donc, grosso modo, le contexte, c'est celui-là. D'accord, donc toi, tu fais une analyse un petit peu de ce qu'ils font déjà et puis... Ouais, alors du coup, en fait, mon activité, elle est vraiment en train de changer aussi à mesure que l'intelligence artificielle fait sa révolution actuellement. Il y a 1 an, je fonctionnais que comme ça, c'est-à-dire je faisais un panorama un petit peu des actions de l'entreprise, que ce soit les actions marketing, commerce. On définissait une stratégie marketing digitale, on mettait en place des actions, et moi, j'accompagnais le client de la définition à la mise en place de la stratégie. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il se passe beaucoup de choses. Les métiers du marketing, du commerce et tous les métiers en général sont en train de changer. Et donc, du coup, mon agence est aussi en train d'évoluer. Et là, on a plutôt une approche orientée process où on va analyser vraiment toutes les actions que mène l'entreprise
mais on va non seulement voir comment on peut leur apporter plus de clients, mais aussi comment on peut leur permettre de gagner en productivité, en automatisant des tâches, en essayant d'améliorer un petit peu les choses grâce à l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est tout nouveau, c'est depuis janvier de cette année. Donc voilà, c'est en perpétuelle évolution, mais grosso modo, le fonctionnement, c'est ça, c'est audit, analyse, préconisation et mise en place des préconisations. D'accord, et quand tu dis que ton métier est un peu en train de changer, ça veut dire que tu vas peut-être moins faire ce côté-là vraiment, tu vas te diriger sur autre chose ou comment ça se passe? Oui, en fait, j'allais dire c'est la rançon de la gloire, la rançon du succès entre guillemets. Tes auditeurs vont dire c'est qui ce con. Non, parce que toujours, on a chacun du succès Exact, t'as raison, c'est vrai. Dans plein de domaines différents. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a trop de sociétés qui nous sollicitent pour bosser avec nous parce qu'on s'est bien positionné, on s'est positionné assez tôt justement sur les créneaux de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on est assez facilement identifié comme l'acteur IA, en tout cas IA marketing et commerce, en tout cas dans ces deux sphères d'activité. Donc ce qui fait qu'on a des contacts. Plusieurs contacts chaque jour pour des boîtes qui veulent bosser avec nous tout de suite. D'accord. Et là, nous, on est full jusqu'au printemps 2024 déjà. Donc, vous êtes combien dans ta Donc là, on est deux. On est moi et mon associé. Donc, moi qui suis basé au Havre, mon associé qui est basé en Italie. Moi, marketeur, lui, commercial. Et du coup, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une fibre marketing-commerce que peu d'entreprises ont. Et c'est un petit peu aussi ce qui fait notre réussite. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est que deux. On a expérimenté, et ça peut être un sujet intéressant, on a expérimenté la volonté de croître en recrutant, etc. Ouais. On s'est aperçu que c'était pas fait pour nous, mentalement, psychologiquement et même d'un point de vue business, c'était pas vraiment ce qui nous convenait. Donc on est revenu à vraiment une entreprise à taille humaine avec une croissance qu'on essaye de contrôler. Donc c'est pour ça qu'en fait, plutôt que d'accepter tous les clients et commencer à croître le chiffre d'affaires et à devoir recruter pour livrer, on préfère dire non. À la rigueur, vous misez plus sur la qualité que la quantité. Exactement. De faire plein de gens et puis peut-être trop vite et pas prendre le temps. Ouais, c'est exactement. En fait, c'est ce qu'on a fait la première fois. Ma boîte, maintenant, elle a fêté ses 10 ans là au printemps cette année. Donc ça fait un petit moment. Pendant la première partie, on va dire les 7-8 premières années, on a eu une croissance assez intéressante et donc on était dans cette croissance un petit peu quête de croissance sans fin. Et on a vu que ça posait problème. Et j'ai notamment fait un burn-out, ce qui fait que forcément, on a revu un petit peu les choses. Et maintenant, on est plutôt dans cette approche de dire non, mais en fait, croître pour croître, c'est pas pour nous. Il y a des gens qui font ça très bien. Nous, on veut vraiment un accompagnement personnalisé, quitte à avoir que 4-5 clients par an, mais les accompagner de la meilleure manière. Faire du qualitatif. Exactement, Et de l'humain, Ton burn-out, tu parlais de burn-out. Du coup, c'est arrivé à quel moment? C'était au début du lancement de la boîte? Non, c'est arrivé en 2018, donc ça faisait 5 ans. Tu vois, ça fait 10 ans que c'est pile poil au milieu. Et c'est arrivé à un stade justement où j'étais dans une course au lead en fait. Toujours plus. Voilà, toujours plus. Surtout vouloir toujours être le meilleur. Ça m'a pas trop quitté depuis, mais j'essaie de le gérer un petit peu différemment parce que mon objectif c'était, on était encore que 2 à l'époque, on n'avait pas encore recruté à ce moment-là. Et on arrivait à batailler contre des agences qui étaient 20, 25, 30, voire plus. Et en présence en ligne, on était devant ces boîtes, etc. Alors qu'eux, ils avaient 4-5 personnes au contenu ou à la stratégie digitale. Et nous, on faisait ça tout seul. Et forcément, je me suis grillé. Et j'ai compris aussi que ça servait à pas grand-chose d'être premier sur des trucs et pas pouvoir livrer parce que justement, tu peux pas croître aussi vite. Passer de 2 à 40 d'un coup, c'est pas possible. Donc voilà, c'était une période intéressante, on va dire. Et comment justement tu as réussi à reprendre le dessus Ouais, bonne question. Alors du coup, ça a été très très compliqué puisque le burn-out que j'ai fait, pour le coup, un vrai burn-out scientifiquement prouvé, on va dire. Pas le burn-out que tu peux voir parfois dans les témoignages YouTube où certaines personnes vont dire j'ai fait un burn-out et puis j'ai pris 15 jours de vacances dans le sud de la France à côté d'une piscine. Je suis revenu avec des idées de dingue et depuis ma vie a changé. Ça, c'est pas un burn-out. C'est un vrai burn-out, le vrai de vrai. Voilà, le vrai burn-out. Qui plonge au fond pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, qui met plusieurs années aussi à se régler. Et donc, je pouvais plus sortir de chez moi. Je dormais plus, parfois j'enchaînais 4 nuits blanches d'affilée. Des insomnies. Tu commences à devenir un peu, ça devient difficile à gérer quand tu dors pas. Je mangeais peu. Tu t'es tout de suite dit c'est un burn-out et tu l'as, accepté?
Ou au début, tu t'es dit Ouais, ça va pas et je vais quand même à l'encontre de ça? Alors non, non, alors, en fait, voilà, alors, quand j'ai pris conscience que c'était ça, je l'ai accepté immédiatement. D'accord. J'ai accepté immédiatement que c'était ça, j'ai pas accepté le temps que ça allait me prendre pour régler le problème. J'ai voulu faire ça beaucoup plus vite que les autres et ça m'a posé des problèmes derrière. Mais en fait, le burn-out, donc je suis tombé dedans en 2018. Ça faisait 5, 6, 7 ans que je tirais sur la corde en fait. Donc je m'en rendais pas compte. Je faisais 10 kilos de moins par rapport à aujourd'hui. Je bossais de 5 heures du matin à 20 heures le soir sans pause. Je sortais 3 fois dans la semaine pour faire 3 footings là sur la plage qu'on a en face de nous. Et c'était pas très équilibré, quoi. Donc maintenant, avec du recul, je me dis oui, c'était évident que tu allais finir comme ça. Sur le moment, pendant 7-8 ans, je l'ai pas vu. Et le jour, par contre, où c'est arrivé, où je pouvais plus sortir de chez moi, l'avantage, en fait, c'est que comme je pouvais plus vivre, tu as deux options. Soit tu te laisses couler, et dans ces cas-là, ça peut très très mal terminer. Ou soit tu te dis, bon, là, dans tous les cas, je peux plus rien faire, donc je vais accepter le truc et je vais essayer de prendre le temps de me reconstruire et d'en faire quelque chose de positif, quoi. Ouais. Et c'était ça l'enjeu. C'était, ok, dire, c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire pour que ma vie déjà soit meilleure, que la vie de mes proches soit meilleure, et aussi qu'est-ce que je peux apporter potentiellement à d'autres personnes sur ces sujets-là. Et c'est là où j'ai écrit un livre que j'ai publié 2 ans après le burn-out. Ouais, c'était au moment du confinement, du deuxième confinement du Covid. Et donc là, j'ai pu aider des lecteurs là-dessus. J'ai fait un peu de coaching temporairement sur ces sujets. Et est-ce que le fait justement d'avoir écrit un livre, ça t'a aussi toi aussi aidé à passer un petit peu aussi le cap là-dessus sur cette période-là? Ouais, alors indirectement, sur le moment je le pensais, tu vois, parce que souvent on va te dire que l'écriture c'est une thérapie, et c'est le cas. C'était là l'idée, c'était aussi alors, effectivement d'essayer de transformer cette douleur en quelque chose de positif. Et apporter du sens du coup à cette épreuve, parce que si tu fais pas ça, t'as souffert, t'en fais rien, t'as juste la souffrance. Si t'en transformes cette souffrance en quelque chose de positif derrière, tu peux te dire que c'était un investissement et que t'as un retour. Donc c'était un peu mon approche très très analytique en tout cas du burn-out. Et du coup, oui, quand j'ai écrit le livre, j'avais la sensation de prendre un petit peu ce qui m'était arrivé, de le poser à côté de moi et de me dire c'est bon, je m'en libère. Sauf que plus tard, je me suis rendu compte que déjà au moment où je l'ai écrit, j'étais pas complètement sorti de ce truc. Donc ça c'est assez intéressant. Et en fait, ça c'est joli dit comme ça. C'est mignon de dire voilà, tu mets un livre, tu le mets à côté, puis tu passes à côté. En fait, tu peux pas t'en séparer. C'est toujours là. Il y a toujours des tendances qui vont me pousser à trop travailler. Avant l'été, j'étais à 2 doigts de retomber dans ce schéma. Et juste maintenant, j'en ai conscience et je vais l'éviter. Mais voilà. Mais justement, enfin, j'essaie de revenir un peu dans le détail, parce que je pense que ça peut être intéressant sur des gens qui sont peut-être dans la même situation. Pour toi, quelle a été la clé? Est-ce que, je sais pas, t'as vu des livres pendant cette période-là pour réfléchir un petit peu, t'as écouté des gens, est-ce que c'est ton entourage qui t'a peut-être aidé aussi? Qu'est-ce qui a vraiment fait qu'à un moment donné, t'as dit qu'il faut que je me sorte de là et qu'il faut que tu reprennes une dynamique? Alors, comme je te dis, ce qui a fait que je me suis dit il faut que je sorte de là, c'était le fait de ne plus pouvoir rien faire. Enfin, ça, c'est un élément. Enfin, j'ai tellement touché le fond à cette période-là, et mes proches pourront en témoigner, que je n'avais pas le choix. J'étais obligé, c'était soit je reprenais appui au fond de la piscine, soit je restais au fond et je serais pas là avec toi aujourd'hui. Ça aurait été très très compliqué. Donc déjà, j'étais dans l'obligation de faire ça. Après, ce qui a fait, je pense que que je m'en suis sorti et que j'en ai fait quelque chose de positif. Alors c'est déjà que j'avais peut-être des ressources. J'avais peut-être un peu plus de ressources qu'on peut en avoir normalement. Ça m'a pas mal aidé, mais c'est surtout de me faire accompagner en fait. J'ai pas fait ça tout seul. C'est-à-dire que j'ai accepté que j'avais besoin d'aide, donc j'ai fait une thérapie, j'ai réfléchi sur moi-même. Une fois que j'ai compris ce qui se passait, j'ai essayé de trouver des solutions. Et voilà, c'est une remise en question constante en fait. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu as dû voir du coup quelqu'un pour t'aider. Ah ouais, complètement. Parce que c'est vrai qu'il y a une tendance qu'on peut avoir, je l'ai eu aussi à un certain moment, c'est de se dire tu as envie de t'en sortir des fois tout seul. Et tu te sens un peu, il y a un peu ce côté, la fierté de dire j'ai envie de m'en sortir tout seul, mais en fait c'est de la perte de temps par moment. Ah ouais, carrément. Et le fait d'aller voir quelqu'un, c'est une bonne démarche aussi. Mais c'est pas facile au début à accepter, mais une fois que tu l'as accepté et que tu te laisses un petit peu porter et aider, c'est magnifique. Là, c'est hyper important. J'ai eu la chance de tomber sur la bonne personne de ce côté-là du premier coup. En plus, ça c'est vraiment cool. Et comme tu dis, vouloir faire ça tout seul, c'est une perte de temps. Et vouloir faire ça trop vite, c'est une perte de temps aussi. Ça, par contre, je l'ai expérimenté. Je me souviens de la première séance de thérapie que j'avais fait. Donc le diagnostic est posé. Je savais plus ou moins que j'avais ça, etc. Et je me souviens avoir posé à ma psychologue la question. Bon, ça va me prendre combien de temps ton histoire?
Et évidemment, elle savait pas me répondre, mais elle me disait, bah ouais, parfois c'est 6 mois, parfois c'est plusieurs années, etc. Et donc moi j'ai gardé le 6 mois. Et ma psychologie fait que je me suis dit, bon, bah, si c'est 6 mois pour les gens, moi ça va prendre, à la limite, ça va prendre 6 jours. Tu vois. Tu t'étais déjà fixé un. Voilà, je me suis en fait, toujours dans cette optique de vouloir faire plus vite que tout le monde. J'étais convaincu que j'allais pouvoir faire plus vite que tout le monde. Donc en gros, j'ai compris rapidement le concept de la thérapie, qu'il fallait comprendre un petit peu les traumatismes qui t'avaient amené à cette situation. Donc je me suis dit, ok, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut identifier les traumatismes, il faut les regarder en face et il faut les digérer. Je vais tout prendre, tous mes traumatismes que j'avais dans mon sac, je les ai posés sur la table. Et je me suis dit, vas-y, je regarde tout en même temps. Quand tu fais ça, s'il y a des personnes qui sont en plein burn-out, je ne vous conseille pas de faire ça. Ouais. C'est contre-productif totalement. Parce que tu regardes tout, c'est trop violent pour que tu puisses en faire quelque chose de positif. Donc une fois que j'ai compris ça et ça m'a mis en difficulté, j'ai tout remis dans le sac et j'en ai sorti un par un. Et du coup, c'était plus facile d'avoir de prendre conscience que ça va prendre du temps et accepter que finalement le temps c'est ton allié et pas ton ennemi. Ça m'a fait du bien quand même. Et le développement de tes différentes activités, parce que tu as plusieurs choses, comme tu le dis. Donc, tu nous as parlé de ton livre. YouTube, c'est venu après YouTube, c'est venu un petit peu après, 1 an après le burn-out, on va dire. Ouais. Mais j'ai commencé très tranquillement, en mode j'ai mon blog qui tourne bien, j'ai LinkedIn, Twitter qui tourne bien, je veux un autre média pour pouvoir me diversifier un petit peu. Donc j'avais commencé à faire du YouTube d'abord à l'arrache, après de manière très professionnelle. Tu vas voir sur ma chaîne, si tu vas voir ma chaîne Ludo Salen, vous allez voir qu'il y a au début des vidéos totalement à l'arrache. Après, il y a un passage d'1 an, 1 an et demi où je fais des vidéos très professionnelles, 1 fois par semaine, avec un décor, avec un script, avec le prompteur qui va bien, etc. Ça marchait pas mieux. Et puis à un moment donné, tu vas avoir une bascule où là, je fais complètement à l'arrache, mais de manière très très spontanée. Ouais. Et là, ça a décollé d'un coup. D'accord. Donc comme quoi, des fois, le naturel, c'est ce qui marche le mieux. L'authenticité, c'est ce qu'on dit toujours dans la stratégie digitale, etc. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui va faire la différence. Donc YouTube, c'était un loisir où j'allouais peut-être 2-3 heures par semaine de temps en temps entre 2019 et 2022, on va dire. Par contre, depuis 2023, là, je m'étais dit, je fais vraiment 1, 2, voire 3 vidéos par semaine, en prévoyant quand je suis pas là, etc., pour pas qu'il y ait de coupure. Et donc là, je l'ai vraiment pris de manière professionnelle. Et depuis janvier, YouTube, alors j'ai d'autres activités, mais si j'arrêtais mes autres activités, je pourrais juste vivre de YouTube. Donc c'est plutôt... c'est vrai que c'est en train de transformer quand même ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais plus intervenir sur des conférences, sur des ateliers de sensibilisation dans les entreprises, que je fais aussi beaucoup de ventes de formations en ligne. Ouais. En fait, voilà, mon activité est en train de se diversifier, elle est en train de changer, et c'est aussi pour ça que, du coup... Tu veux garder quand même un équilibre entre les différentes activités, ou tu as peut-être des projets de te mettre plus... alors très honnêtement, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout quand on va parler de digital, quand on est... j'allais dire influenceur, ou qu'on a une position sur un réseau social, tout peut vite changer. Tout peut vite changer. T'as l'algorithme qui va changer du jour au lendemain, t'as les gens qui peuvent en avoir marre tout simplement. Ouais. Ce que tu fais peut ne plus marcher du jour au lendemain, ça j'ai pu le constater par le passé. Donc on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Malgré tout, depuis toujours en fait, j'ai cette volonté de partager tout ce que je sais. Plus ou moins gratuitement ou de manière très très accessible. Donc c'est pour ça que les formations en ligne peuvent être très intéressantes, puisque si tu compares une formation en ligne, là j'ai ma formation automatisée de ChatGPT qui est actuellement à 99 €, et quand tu vois mes accompagnements qui sont à 15, 20 000 ou 30 000 €, forcément, oui, il y a une différence. Voilà, c'est une différence. Tout le monde peut pas s'acheter un accompagnement. Je peux pas livrer tout le monde d'un point de vue accompagnement. Par contre, d'un point de vue formation, c'est plus accessible et je peux livrer tout le monde. Donc j'ai vraiment toujours eu cette volonté de me dire, non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le plus d'impact possible sur le plus de gens possible. Et pour ça, il faut que je communique le moins cher possible et que je partage le plus de valeur gratuitement ou peu cher possible. Et donc, j'étais toujours comme ça. Et en fait, la partie agence, j'aime bien. J'ai des clients qui sont géniaux. On fait des trucs cool avec eux, etc. Mais très honnêtement, c'est plus le truc de mon associé que de moi. Et là, on est vraiment en train de restructurer aussi l'activité pour que moi, je ne fasse, entre guillemets, plus que du contenu en ligne, soit du gratuit, soit du privé. Mais que j'intervienne de temps en temps sur des conférences. Ça m'arrive souvent de faire ça, ou d'intervenir de manière très très ponctuelle chez des clients, peut-être plutôt en collectif d'ailleurs. C'est pour ça qu'on lance des bootcamps, etc. pour plutôt toucher plus de personnes. Voilà, cette volonté de toujours vouloir toucher plus de personnes en même temps. Donc oui, la volonté pour moi, dans tous les cas, même pour mon équilibre à moi,
parce que les accompagnements, c'est aussi partir. Là, mon associé part en Belgique la semaine prochaine. On a un accompagnement en Suisse qui va tomber, en Charente, etc. Voilà, on travaille en France et en Europe. Voilà. Et moi, ça, après le burn-out, etc., et avec ma famille, j'ai eu des enfants depuis, tout ça. Et justement, c'est intéressant justement par rapport à ce que tu as vécu avant. Maintenant, ta vision des choses par rapport à la vie a complètement changé. Elle va changer. Ah ouais, t'as pas les mêmes objectifs, forcément. Ah, c'est clair. Et honnêtement, souvent ce que j'ai dit, et c'est des trucs que j'entendais quand j'étais en plein burn-out, mais que tu veux pas entendre quand tu es dedans parce que toi, tu es en train de morfler et tu as des gens qui te disent le burn-out, c'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver. Tu te dis non, il y a un truc qui va pas, quoi, je comprends pas. Comment on peut dire ça, tu vois? Comment on peut dire? Et pourtant avoir bien morflé, aujourd'hui, je te dis, et je le dirais, je le répète tout le temps, c'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver. Pourquoi? Parce que la vie que je vivais avant, c'était pas la mienne. C'était la vie que la société voulait que je vive, ou que je pensais même moi-même que la société voulait que je vive. C'était une vie de réussite sur le papier, standard, mais ça me convenait pas à moi. En fait, j'avais pas envie de ça. Donc c'est vrai qu'il y a des changements et tout n'est pas encore parfait aujourd'hui. YouTube fait partie des évolutions, les conférences, l'aspect en ligne, etc. fait partie des évolutions. Et je vais tendre de plus en plus vers ça, c'est clair. Et à la base, YouTube, c'était comme tu dis, juste un moyen en plus. Ouais. Enfin, t'avais pas d'objectif précis à ce moment-là. Non, enfin si, j'avais des objectifs de génération de business. Toujours eu cette approche quand même de chiffre d'affaires. T'as pas le choix quand ton temps est limité, les actions que tu fais doivent rapporter rapporter du retour sur investissement. Donc je faisais des vidéos parfois qui faisaient 200, 300 vues, mais je signais 3-4 accompagnements à 15 000 ou 20 000 euros. Donc c'était rentable de cet aspect-là, mais c'était pas ce que je voulais. C'est pour ça que je te dis, le jour où aujourd'hui, si tu regardes un peu ma chaîne, je la gère presque comme un streamer de jeux vidéo. D'accord. Je te présente des concepts, des astuces sur l'IA, etc. Mais je suis derrière mon écran, tu as les petites lumières qui vont bien, tu as ma webcam qui est incrustée, je partage ce que je fais sur mon ordi. C'est comme si je veux jouer aux échecs ou je jouais à FIFA, tu vois. C'est simple, c'est naturel. Mais je bosse sous les yeux des gens, en fait. Et donc voilà, je le prends vraiment... c'est l'authenticité, en fait. Si tu es aligné avec qui tu es, ça te fatigue moins, donc tu as plus de ressources, etc. Enfin, c'est l'équilibre que j'essaye d'avoir. Donc aujourd'hui, pour toi, avec toutes tes activités, est-ce que c'est une réussite ? Alors après, moi, je suis un éternel insatisfait. Ça fait partie des choses que je dois travailler, parce que je me faisais encore la réflexion en venant te voir. Là. Je me disais, c'est quand même cool, on va faire un podcast ensemble dans un endroit sympa. C'est grâce à Internet, c'est grâce aux relations que j'ai pu nouer avec le temps. Donc je me disais, c'est une réussite. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça sera une réussite quand... Est-ce que tu as un moment dans ta tête où tu dis, quand j'aurais fait ça, j'aurais réussi ? Ouais, mais ça change tout le temps. Ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Je me souviens, avant le burn-out, j'avais noté qu'un objectif, c'était d'avoir mon activité qui tourne, pérennisée, que je puisse en vivre à 100%, et que j'ai un site. Je me souviens que j'avais noté ça, que mon site web génère 10 000 visites par mois. C'était un truc cool, tu vois. Et maintenant, je suis à 200 000 visites par mois. Mais du coup, je suis passé à YouTube. En fait, une réussite, c'est que tu t'en fixes une autre. C'est bien, mais des fois, c'est bien de célébrer les succès. Ça, c'est un truc que j'ai appris et que j'arrive pas forcément. Tu avais du mal à te satisfaire, entre guillemets, de l'étape que tu avais passée. En fait, puis j'ai toujours du mal. Ça, c'est vraiment un truc mentalement. En fait, tu passes une étape, tu es déjà sur je suis déjà sur la prochaine. Exactement. Ouais. Et donc là, les objectifs YouTube que j'avais cette année, c'était des objectifs qui étaient relativement modestes au départ. J'avais visé... je crois de mémoire 10 000 abonnés avant l'été, 15 000 abonnés fin d'année. Et j'avais dû dire 500 000 vues, je crois, sur l'année entière. Là, je suis à 2 millions de vues, 45 000 abonnés quasiment. Donc 3 fois plus que l'objectif de fin d'année. Et là, je suis allé me dire, non, mon objectif, en fait, maintenant, c'est 100 000. Et c'est bien, parce que du coup, ça te pousse à progresser, à évoluer, etc. Maintenant... ça peut être un cercle, ça peut être un cycle sans fin, en fait. Et moi, je suis un peu dans ce truc-là de, là, en fait, je pourrais me dire, c'est bon, mon année, elle est faite, je m'arrête, je vais à la plage, je fais des trucs et je profite, ou en tout cas, je prends du temps pour moi et pour célébrer les succès que j'ai pu avoir cette année. Je les célèbre pas et je suis déjà parti sur autre chose. Et j'ai cette frustration de pas encore être au prochain objectif, tu vois. Donc là, ça, c'est un petit truc sur lequel je dois bosser. Mais une réussite toujours, ça peut pas être, par exemple, le fait que tu arrives aussi à concilier maintenant ta vie perso, plus. Mais là-dessus, mais ça, ça pour le coup, c'est quand même une belle réussite d'avoir fait ça comme j'ai fait, sans avoir pris de médicaments, sans avoir vrillé totalement, d'avoir eu un plan et de le suivre, c'est quand même cool. Maintenant, il y a encore du taf là-dessus, clairement, sur l'équilibre pro-perso, etc. Mais voilà, je travaille dessus, mais oui, c'est une réussite, clairement. Et une petite question qui n'a rien à voir, je reviens un petit peu en avant, mais sur l'IA.
Et justement, je voulais parler un peu de ça avec toi, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est en pleine expansion. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à l'évolution? Est-ce que tu vois pas qu'il y a un côté peut-être un peu dangereux? Toi, tu vois le côté vraiment business. Est-ce que tu vois les limites que ça peut avoir ou les trucs bons et pas bons forcément? Parce qu'il y a du bon et pas bon à prendre, je suppose. Ouais. Moi, j'y connais rien dans le domaine, mais je voulais savoir un peu ta vision des choses sur le futur de ces intelligences artificielles. Ouais. Comment ça va faire évoluer les sociétés dans le domaine professionnel? Eh ben, ça va beaucoup changer. Très clairement, enfin, j'avais vu passer une étude qui disait que 80% des emplois allaient être touchés et que seuls 14%, je crois, des personnes concernées avaient conscience qu'ils allaient être touchés par ça. Donc, du coup, ça veut dire, allez, si on fait un calcul qui est faux mathématiquement, mais pour avoir juste un ordre d'idée, tu as grosso modo 70% des gens qui vont être touchés et qui ne seront pas prêts, en fait. Parce que du coup, ils se préparent pas. Enfin, ils n'ont pas conscience, donc ils ne se préparent pas. Et la grosse problématique qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle, c'est que l'évolution, elle est ultra exponentielle. Pour l'avoir vraiment suivi, moi, je fais un peu d'IA depuis 2017-2018 déjà, donc les gens ont l'impression que ça a débuté 2023 avec ChatGPT. Moi, c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Je te ouais. l'avoue, moi, je ne suis pas du tout dans le domaine. Mais du coup, ça a démarré bien avant. Ouais, ça a démarré bien avant. Il y avait déjà des outils qui intégraient l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, finalement, on en parle déjà depuis les années 50-60 avec le machine learning, etc. Mais je ne vais pas te faire un cours sur l'IA, c'est pas l'idée. Mais de ça pour dire que malgré tout, et je me souviens que j'avais dit ça dans plusieurs de mes communications, pour être dans tout ce qui est marketing, commerce et accompagnement d'entreprises en général depuis quand même de nombreuses années maintenant, j'ai remarqué plus de changements là en l'espace de, j'allais dire 6 mois, 12 mois max, que sur les 15 dernières années en fait. En fait, ça va de plus en plus vite. Ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ton cerveau n'a pas le temps de s'adapter. Un cerveau chasseur-cueilleur, etc. Ton cerveau n'a pas le temps de s'adapter. Ouais. Et la grosse problématique qu'on a, c'est qu'en fait, l'IA est en train d'impacter l'emploi parce que tu as des entreprises, des grosses entreprises qui sont en train de geler des recrutements parce qu'ils mènent des études pour valider que les personnes qui vont recruter et surtout les métiers qui vont recruter ne vont pas être automatisés par l'intelligence artificielle. Donc, tu as IBM, je crois, qui avait gelé 8000 emplois là, en 2023 à cause de l'intelligence artificielle. Tu as des boîtes qui sont en train de licencier à cause de l'intelligence artificielle. Ça reste très rare pour le moment, mais en vérité, si vous suivez la chaîne, et moi, en plus, il y a plein de choses que je sais faire ou que je vois et des outils que j'utilise en off que je présente même pas encore sur YouTube parce que ça va faire flipper tout le monde. Aujourd'hui, je connais pas un métier de bureau qu'on ne peut pas automatiser avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu peux te passer d'un RH, tu peux te passer d'un comptable, tu peux te passer d'un avocat, presque, tu vois. Ouais, c'est dingue. Et donc, donc, faut s'intéresser à ça, au moins de loin, parce qu'il y aura forcément des répercussions. Et ce que je dis souvent en conclusion de mes vidéos, c'est les gens qui s'y intéressent maintenant qui pourront bénéficier des opportunités qui vont arriver demain. Donc c'est ça l'enjeu. Et est-ce que pour toi, dans les autres sociétés, justement, les gens qui peuvent, entre guillemets, automatiser leurs tâches, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à... Enfin, je veux dire, eux peuvent se servir eux-mêmes de l'intelligence artificielle pour leur poste? Oui, carrément, oui. C'est pas sans issue, entre guillemets. C'est pas tu ne serviras plus à rien et tu es obligé de partir. Non, il peut y avoir un travail de fait avec. En fait, l'enjeu, c'est... c'est comme dans toute révolution, en fait. Là, on est dans une révolution. Au tout début, vraiment, de cette révolution-là, comme... on a pu assister à la révolution Internet, tu vois, fin des années 90. Tu as les emails qui sont arrivés dans les entreprises, et puis ensuite, tu as commencé à avoir les recherches sur Internet, puis les réseaux sociaux, etc. On en est vraiment au tout début de ce truc. Donc aujourd'hui, il va se passer plein de choses. Donc il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est clair. Tu as des métiers qui vont être modifiés en profondeur, c'est la grosse majorité, peut-être 80%. Et tu as des métiers qui vont apparaître. Donc pour pour la première catégorie, il faudra se reconvertir. Pour les deux autres catégories, il faut s'y intéresser dès maintenant pour avoir les compétences demain, en fait. Et donc, moi, ce que je recommande généralement pour les gens, par exemple, comme toi, pour qui c'est pas du tout le métier, juste pose-toi, prends une feuille, prends toutes les tâches que tu fais dans ton boulot aujourd'hui et qui te font chier. Pardonne-moi si je suis vulgaire. Non, mais qui prennent du temps. Soit qui te prennent du temps, fastidieuses, quoi. Que tu n'as pas envie de faire, ou des choses que tu aimerais faire et que tu n'as pas le temps de faire. Tu prends ces trois catégories-là, tu fais la liste. Et derrière, renseigne-toi sur l'intelligence artificielle. Il y a forcément des moyens de le faire aujourd'hui de manière automatisée. Et en fait, en faisant ça,
tu vas t'intéresser à l'intelligence artificielle pour satisfaire un besoin que tu as tout de suite à court terme. Parce que la grosse problématique quand tu apprends ou quand tu dois te former, c'est là, tu peux très bien me dire, ouais, bah, peut-être que tu te plantes. Donc aujourd'hui, je vais allouer, j'en sais rien, 50, 100, 500 heures à me former à l'intelligence artificielle. Et si c'est juste un simple effet de mode, j'ai perdu mon temps. Tu pourrais me dire ça. Bah, du coup, de le faire aujourd'hui comme ça en me disant, bah, j'ai des tâches aujourd'hui que je peux pas faire ou que j'ai pas envie de faire, bah, ça va t'apporter du concret tout de suite puisque tu vas pouvoir les réaliser grâce à l'IA. Et puis si demain l'IA sert à rien, bah, tu auras déjà gagné ça. Ouais. Mais je pense que ça servira à quelque chose et du coup, tu auras déjà appliqué l'IA de manière opérationnelle. Donc tu seras prêt à l'utiliser dans ton métier. Donc pour toi, c'est important de se pencher dessus pour tout le monde. Ouais. Après, je suis peut-être biaisé par mon business, hein, mais je pense. Bah après, vraiment, j'encourage les gens à se renseigner sur ça. Juste créer. Non, même sans être un expert dans le domaine, mais au moins de se renseigner, de s'imprégner un peu de la chose. Juste regarder, faire des trucs. Enfin, aujourd'hui, sur ChatGPT, tu peux faire tes menus pour la semaine. Tu sais pas quoi manger. Enfin, ça, c'est des trucs tout cons. Moi, je sais jamais quoi manger. Je reçois des gens, je sais pas quoi faire pour l'apéro. Je demande à ChatGPT, il me sort des idées intéressantes. La dernière fois, je cherchais juste un goûter pour aller au sport et être en forme. Il m'a pondu un truc où il fallait que je me fasse des tartines de pain complet avec du houmous et de la banane. Jamais j'aurais mangé ça tout seul, tu vois. Ouais. Mais du coup, il m'a vraiment dit texto que le mélange pouvait paraître étrange, mais que ça se mariait bien et que du coup, en matière d'énergie, c'était parfait en fait, parce que ça apportait les bons trucs. J'ai testé, franchement, c'est bon. Ouais. Vous pouvez tester si vous voulez. Franchement, c'est bon. Mais on peut l'utiliser juste comme ça. Tu sais pas, tu sais pas quoi faire. Donc t'as jamais eu un plan sportif, tu fais ça. T'as jamais eu une mauvaise surprise? Ah bah si, forcément, t'as des mauvaises surprises. Faut faire, enfin, T'as quand même du contrôle. En fait, il faut bien l'utiliser. Ça, faut savoir utiliser l'outil. En fait, si tu l'utilises de manière... tu vas l'utiliser pour la première fois, tu vas lui demander quoi manger ce soir. Il va te faire un menu, tu vas le tester, ça va être bien, pas bien, et voilà, il n'y a pas d'impact. Si tu l'utilises d'un point de vue professionnel, il y a quand même des bonnes pratiques à respecter. En fait, pour communiquer avec l'intelligence artificielle, il y a une science, une compétence qu'on appelle le prompt engineering. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des bonnes pratiques à respecter pour bien parler avec l'intelligence artificielle. Il faut que tu dises les bons mots. Ouais, faut que tu dises. Enfin, en gros, en fait, faut que par exemple, faut que tu attribues un rôle à l'intelligence artificielle. Si tu souhaites qu'il te fasse un vrai menu efficace, faut que tu le positionnes, tu lui dises, tu vas agir comme un chef gastronomique. Oui, tu poses pas juste une question. Tu poses. En fait, il y a vraiment un travail. Voilà, faut que tu parles de ton contexte, t'expliques concrètement quels sont tes objectifs. Bref, je parle de tout ça sur ma chaîne. Si tu fais pas ça, les réponses que tu auras seront, dans le meilleur des cas, moyennes, mais dans le pire des cas, elles seront fausses. Et donc, du coup, si tu prends pour argent comptant ce que te donne l'intelligence artificielle, comme ce que font beaucoup de gens avec Internet, en fait, tu vois aujourd'hui un truc sur Internet, tu le prends pour acquis, tu te dis c'est vrai, tu cherches pas à valider si c'est vrai ou faux. Donc, il y a des problèmes de fake news par rapport à tout ça. Bah, avec l'IA, ça va être pire. Parce qu'aujourd'hui, tu vas poser des questions, et puis la manière dont tu communiques avec l'intelligence artificielle, tu as l'impression que presque tu te parles à toi-même, en fait, et que tu as les réponses. Donc, naturellement, tu vas te dire oui, c'est vrai. Et si tu l'as mal utilisé, bah, ça sera parfois faux. Et là, ça peut poser problème. Attention, c'est vrai que j'avais vu même des images de synthèse où ils peuvent faire parler des gens. Ah oui, bah, aujourd'hui, tu peux. Aujourd'hui, je peux te cloner. Tu peux le faire, toi. Ouais, oui, facilement, en 15 minutes, quoi. Je prends ta photo, je vais utiliser 2-3 scripts que j'ai sous le coude. Je vais te mettre sur des vidéos TikTok, par exemple, où tu danses la Macarena. Je vais prendre ta voix, je peux cloner ta voix. J'ai les podcasts qui font ça, donc je vais récupérer les liens de tes vidéos YouTube et je vais cloner ta voix. Et je te fais dire n'importe quoi dans n'importe quelle scène. Et je peux faire ça aujourd'hui. Tu peux moins le faire avec des célébrités parce que du coup, les visages sont reconnus par les IA. Et comme c'est très dangereux de faire ça. Donc généralement, avec des visages de célébrités, tu vas avoir un truc qui va te bloquer, il va dire non, c'est contraire au droit d'utilisation, machin. Mais pour les personnes lambda qui, pour le coup, sont même pas au courant de ça, ne peuvent même pas se protéger non plus, bah, tu peux le faire. Et aujourd'hui, il y a des dangers. On parlait des dangers de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Tu as des arnaques qui se montent de personnes qui clonent la voix d'autres personnes et qui appellent des proches de ces personnes pour leur demander de l'argent en disant je suis bloqué en Grèce, machin. T'as déjà reçu des emails comme ça ah salut, c'est Jean, je suis en Grèce, je suis bloqué, est-ce que tu peux me faire un virement PayPal? Quand c'est un mail, tu dis ouais, c'est ça. Là, c'est de plus en plus fait. Par contre, quand ça t'appelle toi et que c'est la voix de Jean, tu dis bah oui, en fait. Là, et puis qui te répond, machin. C'est perturbant. Moi, je me souviens d'une intervention client que j'ai fait où ma cliente a été démarchée en live par une intelligence artificielle. Mais du coup, elle pose des questions, elle discute. C'est la vraie voix d'un Français, sans accent, qui répond aux questions. C'est une vraie discussion. En fait, c'est facile à voir. Les gens se rendent pas compte. Mais si tu vas sur ChatGPT, tu lui parles à l'écrit. Il te répond de manière très fluide. Tu discutes avec lui comme si tu discutais avec une personne sur MSN ou sur WhatsApp. MSN, ça fait un peu vieux. Non, mais j'ai connu. sur WhatsApp. Et en fait, il suffit juste de se dire...
est-ce qu'on peut mettre ça d'un point de vue vocal? Aujourd'hui, les technologies pour lire un texte, elles existent. Tu le vois sur ton smartphone, tu le vois avec Siri, par exemple. En fait, ça y est, ça existe. Tu pourrais très bien mettre ChatGPT dans un robot. Il y a des sociétés qui l'ont fait. Tu as le robot, il a des expressions, il discute avec toi comme on discute tout de suite, en fait. On pourrait être deux. Là, aujourd'hui, techniquement, ce serait possible d'avoir deux robots qui se parlent comme on le fait. D'accord. Et donc, c'est dangereux. Ouais. Si tu n'es pas au courant de ça, tu peux te faire berner. Il faut savoir que ça existe. Et puis, il faut faire de la sensibilisation. Là, c'est vrai que c'est un rôle de nos institutions qui n'est pas encore très bien porté actuellement. J'en parle souvent sur la chaîne. C'est un problème parce que toutes les personnes qui sont le plus susceptibles qui sont le plus confrontées au danger de l'IA ne sont pas au courant. Ouais. Après, ça va être de plus en plus les enfants, les jeunes, etc. Ouais, ou un peu tout le monde, en fait, là, pour le coup. Je me souviens, j'avais lu un truc, ça m'avait bien marqué. Ça disait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment dangereux. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire, ce sont les gens qui s'y connaissent le plus qui ont peur. Tu vois, si je te prends l'exemple du vaccin, les gens, les scientifiques qui s'y connaissent, qui étaient derrière le vaccin, eux n'avaient pas peur. C'était plutôt la population qui n'y connaissait rien, qui disait il y a des risques, machin, etc., et qui avait peur du vaccin. Je prends pas position sur pour ou contre le vaccin, l'idée c'est pas de faire un débat sur ça, mais généralement c'est ce qui se passe. Quand tu as un sujet, c'est ceux qui connaissent pas qui ont peur. Ouais. Là, le problème, c'est que ceux qui connaissent pas, ils sont excités par le truc. Et ils voient ça limite comme un truc sans faille et que positif, alors que ceux qui s'y connaissent vraiment ont peur. Parce que la société n'est pas prête, parce que l'évolution, en fait, l'intelligence artificielle, elle apprend toute seule, elle évolue toute seule. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmes ou beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui tournent tout seuls, qui apprennent tout seuls. Et les ingénieurs, aujourd'hui, ne comprennent même plus ce qui se passe. Ouais. Et donc, en fait, quand tu sais ça, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière vos écrans de fumée qui parle des algorithmes réseaux sociaux, où c'est bien expliqué ça. J'ai vu ce documentaire il y a quelques années. Ouais, quelques années, je crois, peut-être 2-3 ans. D'Instagram, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et dedans, tu vois, les ingénieurs disent on a pondu des algorithmes qu'on a appris tout seul et aujourd'hui, on ne sait même plus remettre la main dedans, on ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Ça fait flipper. Ouais. Mais bon. C'est vrai que ça va très vite. Et comment t'en es arrivé à travailler dans ce milieu-là? T'as fait quoi avant? Ouais, alors du coup, moi j'ai fait un master marketing traditionnel, on va dire. Mais tu étais déjà dans l'objectif de travailler dans le marketing. Ouais, alors depuis tout petit, là pour le coup, en 6e, je me souviens, je notais les slogans de pub à la télé. Tu vois, je mettais une note sur 10 à chaque slogan. Donc, les marrons suisses et Maurice, c'était 9 sur 10, tu vois, ce genre de truc. Donc je faisais ça et dans ma tête, je m'étais toujours dit que je voulais travailler dans la pub. Et du coup, j'ai fait des études pour aller un petit peu dans ce sens-là. Je me suis un peu laissé porter quand même, mais j'avais des facilités. Je me suis laissé porter, je suis arrivé là comme ça. Et en fait, vite, quand je suis arrivé quand même, c'est pour ça que je suis peut-être habitué au monde qui change. Je suis sorti de l'université en 2007-2008, donc il y avait la crise. Et en plus, il y avait Internet. Là, Facebook venait d'arriver, il se passait plein de choses. Et en fait, je suis arrivé dans une boîte en étant responsable marketing, en faisant des tâches marketing très traditionnelles, avec aucune action web dans ce que je faisais, alors que je voyais qu'il se passait des trucs sur Internet. Donc j'ai regardé ce qui se passait aux US. Je me suis formé et du coup j'étais prêt en 2013-2014 quand c'est arrivé vraiment dans les boîtes. Et là c'est un peu pareil en fait. Du coup avec le marketing je suis allé vers le digital. Avec le digital je suis rapidement allé dans tout ce qui est automatisation parce que quand tu crées du contenu, quand tu fais une stratégie sur le web, tu vas automatiser tes emails, tu vas automatiser la gestion de tes contacts, de tes clients, etc. Et quand tu mets la main dans l'automatisation, il y a vite l'intelligence artificielle qui arrive en fait. Et 2017-2018 il y avait déjà de l'IA dans les outils d'automatisation que j'utilisais. Et voilà, en fait, j'y suis allé tranquillement. Donc, le fait d'être à ton compte, c'est de pouvoir aller plus vite, entre guillemets, de dire, t'as pas envie de laisser passer des opportunités. Ah oui, c'est clair. Tu vois des choses, il fallait que tu puisses y aller, quoi. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que c'était important pour moi. J'ai fait une première partie de carrière en salarié. J'ai fait 7 ans de salariat. J'ai fait 8 CDI en 7 ans. Franchement. Donc j'en ai enchaîné pas mal et toujours au bout de 3 semaines, j'avais envie de partir, en fait. Et j'ai compris plus tard qu'il fallait que je monte mon business, etc. Et justement pour ça, en fait, parce que dans les entreprises, la plupart du temps, c'est des process qui sont verrouillés depuis des années. Tu as beaucoup de boîtes qui ont ce défaut-là, en fait, d'avoir des process qui ont bien marché pendant les années 90-2000 et qui ne veulent pas se remettre en question parce qu'aujourd'hui, ça marchouille encore. Mais depuis 2007-2008, avec le web et le digital et maintenant l'IA, si tu as cette approche-là, tu meurs, en fait. Et donc, moi, je voulais progresser, je voulais aller aussi vers tout ça parce que je savais que c'était l'avenir. Si j'étais resté, et je vois des personnes qui étaient avec moi à la fac, etc., qui sont restées dans le marketing traditionnel, aujourd'hui, et je le vois même chez des clients chez qui je vais, que je forme, qu'on fait que des études marketing traditionnel et que du marketing traditionnel depuis toujours, en termes d'employabilité, c'est quasiment zéro.
Parce qu'aujourd'hui, si tu maîtrises pas le digital, tu Ouais. sers à rien en fait. Ouais. Enfin, C'est la base. c'est peut-être violent de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc ouais, faut se remettre en question. Et quand tu es salarié, bah, tu as ton confort, tu as ton salaire, on te dit ce que tu dois faire, il y a des process, tu les suis, et si tu te laisses porter, bah ouais. Et moi, j'aimais pas trop ça. C'est pas ta mentalité. C'est pas la Ça allait pas avec ta avec moi. façon de Non, c'est réfléchir, clair. avec ta façon d'être. Clairement. Ça y allait pas. Super. Donc en fait, localement, Ouais. tu suis aussi des gens localement ou c'est vraiment plutôt France et Europe, comme on disait tout à l'heure? Ou t'as En aussi termes de quand même clients ouais. Alors, Plutôt localement, local, j'ai des. Alors, c'est assez intéressant. J'avais cette discussion sur Twitter justement hier avec quelques personnes. Puisqu'il se passe des trucs là, il y a des conférences sur l'intelligence artificielle qui s'organisent ce week-end au Havre. J'étais même pas au courant. Et quand je vois que d'autres villes m'appellent, tu vois, je me dis, moi, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire des choses dans ma ville. Et j'ai toujours eu un petit peu ce problème-là. J'ai accompagné des régions sur l'attractivité de leur territoire, notamment les Hauts-de-France, etc. Je voulais le faire ici, même quitte à le faire pas gratuitement, mais presque. J'ai jamais été sollicité alors que je suis sollicité ailleurs. Donc Ouais. en fait, enfin, un point de frustration que je peux avoir, mais finalement, c'en est pas plus que ça finalement, c'est qu'en fait, j'ai pas de clients ici. Et parfois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me voient et qui me disent « Ah, mais c'est toi le mec de YouTube et tout ». Et ils me demandent ce que je fais ici. Ils pensent que je suis là pour le week-end, tu vois. Ils savent En fait, pas que je suis du Havre, en fait. T'es plus connu ailleurs. Ah oui, mais carrément. Ah oui, Mais c'est clair, ouais. Bah, j'étais à La Rochelle cet été, là, et je me faisais arrêter dans la rue de gens de la chaîne YouTube, etc. Et non, là, ici, ça m'arrive pas trop, quoi. Mais ouais, c'est marrant, mais c'est drôle. Ouais, après, ça te fait rien, toi, Bah, je trouve ça dommage parce que finalement, il y a des fois, je vais apporter des choses à d'autres villes ou à d'autres entreprises tu pourrais que je contribuer pourrais le faire ici, ici, en fait. Et quand je vois un petit peu les problèmes d'attractivité du territoire, Ouais. ici au Havre notamment, quand je vois les problématiques de certaines entreprises en termes de développement, etc., quand je vois ce que je fais ailleurs, Tu dis, il y a un truc à faire. On pourrait faire quelque chose ici. Tu vois. Chose intéressant. Mais j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de solliciter, etc. Je me suis fatigué avant le burn-out à organiser des choses, etc. Bon, depuis, je suis passé. Il y a des gens qui veulent que je les aide, je vais les aider, et puis voilà, quoi. Ouais. Du coup, c'est quoi, pour conclure, ta vision, toi, de la réussite? Que ce soit la tienne ou au niveau globalement, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors du coup, ce que j'en pense, c'est que la réussite, ça doit vraiment être un concept propre à chacun. En fait, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris, ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Avant, j'avais la vision de la réussite idéale de tout le monde, etc. Et j'étais pas. Donc pour toi, c'est bien quoi la pour autant. version Donc la vraie version idéale de tout le monde? Pour toi, c'est quoi le truc banal que j'aime bien, c'est tout con, mais j'aime bien le concept d'ikigai en fait pour ça. Ouais. C'est-à-dire, tu vas trouver. Je pense que la mission de chacun, finalement, c'est de trouver la bonne jonction entre ce que tu sais faire, ce pourquoi on peut te payer et ce que tu aimes faire. Enfin, moi, je fonctionne vraiment comme ça aujourd'hui. S'il y en a un des trois qui n'est pas réuni, je fais pas. Et généralement, c'est quand même est-ce que j'ai envie ou pas de faire qui va prendre le dessus quand même. Maintenant, avant, c'était peut-être moins le cas. Maintenant, c'est le cas. Donc, si j'ai envie et que les gens sont prêts à payer et que ça peut apporter de la valeur et que je sais le faire, je vais le faire. Sinon, je le fais pas. Donc ça, pour moi, la réussite, c'est d'être au milieu de cette ikigai finalement. Merci Ludovic. De toute façon, je vais mettre toutes les infos en description de ta chaîne, tes réseaux sociaux. On peut toujours trouver ton livre. On peut toujours trouver mon livre. Où est-ce qu'on peut le trouver? Amazon, tu peux le trouver à la Fnac, tu peux le trouver à peu près partout, quoi. Okay, de toute façon, je remettrai. Ouais, c'est La Route du Bonheur, Ludovic Salen. Vous allez trouver ça sur Google facile. Ouais. De toute façon, je remettrai tout ça en description. Cool. Ludovic, je te remercie encore. Merci à toi. On remercie l'hôtel Hilton au Havre. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.